Ça fait 100 jours que Gabriel Attal est à Matignon et pour l'occasion, il va faire des annonces sur l'autorité. Il est à Viry-Châtillon ce matin, notamment après la mort du jeune Chemseddine frappé à mort dans cette commune de l'Essonne. Est-ce qu'il y a urgence à agir sur ce sujet ? Bien sûr, puisqu'on a assisté ces dernières semaines à une multiplication d'événements dramatiques. Et donc je pense qu'on a besoin d'action pour éviter que ces événements se produisent à nouveau, que des événements de même nature se produisent à nouveau. Vous partagez le constat du chef de l'État qui, encore hier en Conseil des ministres, parle de décivilisation, notamment, on en parlait ce matin, après la mort à Grande-Sainte d'un homme de 22 ans. Non mais moi je n'utiliserai pas ce type de terme. Je pense qu'il faut faire moins de communication, moins de grands discours sur ce sujet et plus d'action. Et cette action, elle passe par le fait d'avoir, de mon point de vue, davantage de présence humaine, c'est-à-dire d'avoir davantage d'éducateurs de rue, c'est-à-dire d'avoir davantage d'assistants d'éducation dans nos établissements scolaires. De policiers. D'avoir davantage de policiers, de police de proximité, de la présence sur le terrain, des gens qui détectent les situations et qui les anticipent avant qu'elles dégénèrent. Est-ce que ça passe aussi, Manuel Bompard, par des mesures éducatives ? Ce matin, dans les annonces que doit faire le Premier ministre, d'après nos informations, un conseil de discipline dès l'école primaire, des internats pour les jeunes à la dérive, des aménagements de l'excuse de minorité qui créent des règles particulières pour les mineurs en cas de procès. Dans cette liste, est-ce qu'il y a des mesures efficaces ? Non, enfin, je ne le crois pas. Vous savez, par exemple, les sanctions à l'égard des parents, on a déjà testé en France pour lutter contre l'absentéisme scolaire. C'était sous Nicolas Sarkozy, ça n'a pas fonctionné. Il existe déjà dans notre pays ce qu'on appelle des mesures d'assistance éducative quand on considère qu'une famille, des parents sont en difficulté pour l'éducation de leurs enfants. Le problème, c'est que ces mesures ne sont pas exécutées parce qu'il n'y a pas de moyens pour les associations qui sont censées les exécuter. Donc le problème, c'est que c'est bien les beaux discours sur le sujet, mais la vérité, c'est qu'on est en train, par exemple, de mettre en œuvre 10 milliards de coupes budgétaires et que quand on attaque sur ces milliards de coupes budgétaires, c'est par exemple... c'est par exemple des assistants d'éducation qu'on est en train de supprimer à l'école. Donc je dis, il faut être un peu cohérent dans les paroles et dans les actes. Quand il y a par exemple cette annonce du ministre de l'Intérieur, alors c'est que pour la Guadeloupe, mais un couvre-feu pour les mineurs à partir de 20h pendant 2 mois. Est-ce que vous y voyez une vertu qui va dans le sens que vous décrivez ? Non. Encore une fois, je pense que le sujet, ça doit être de faire en sorte que les événements ne se produisent pas. Donc, aucune coercition, aucune punition. Ah bien sûr qu'il faut punir des actes qui sont commis quand ils sont délictueux. Et pour ça, il y a une justice pour le faire. Mais encore une fois, on doit prévenir, on doit anticiper ces situations. Or, la politique gouvernementale aujourd'hui, elle retire tous les moyens. Je vous donne juste un exemple. Allez-y. Dans les écoles à Marseille, moi je suis député de Marseille, vous avez parfois un éducateur pour 100 enfants pour les surveiller, par exemple, à la pause de midi. Tout le monde vous dit qu'il faut à peu près un éducateur pour 20 enfants pour bien faire son travail. Donc vous voyez bien qu'une personne ne peut pas surveiller 100 enfants et identifier des difficultés qui pourraient naître, par exemple, en matière de harcèlement scolaire. Le Premier ministre a prévu d'organiser des consultations, notamment avec les groupes politiques. Si vous êtes invité à y participer, est-ce que vous y serez ? Bien sûr. Écoutez, à partir du moment où ça se fait à l'Assemblée nationale et qu'on est invité à pouvoir dire nos propositions. Et si vous êtes invité à Matignon, parce qu'on sait que la France Insoumise a parfois boycotté des réunions avec l'exécutif. On a boycotté, on n'a pas participé à des réunions organisées par le président de la République, mais quand le Premier ministre rencontre les présidents de groupes parlementaires, bien évidemment, on y participe. Bien sûr. Je disais 100 jours à Matignon pour Gabriel Attal, ça fait aussi 100 jours qu'il est sous la menace d'une motion de censure, autrement dit que son gouvernement soit renversé. Vous êtes bien placé pour le savoir, la France Insoumise en dépose depuis le début de la mandature. Est-ce que vous avez prévu d'en déposer une à l'occasion du débat sur les finances publiques, la fin avril ? Nous avons demandé un projet de loi de finances rectificatif. Si ce projet de loi de finances rectificatif n'a pas lieu, oui, bien sûr, nous déposerons une motion de censure. Encore une fois. Bien évidemment. Et ensuite, vous me dites 100 jours. La vérité, c'est que Gabriel Attal est arrivé en disant de l'action, de l'action, de l'action. Moi, pour l'instant, j'ai vu de la communication, de la communication, de la communication. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour les Français depuis 100 jours ? C'est très simple. L'augmentation du prix de l'électricité de 10%, c'était au 1er février. Et le doublement des franchises médicales, c'était au 1er avril. Voilà les deux sujets sur lesquels vous avez retenu. Un résultat très concret pour les Français. Ça fait dire au président du RN, Jordan Bardella, que si son parti, le RN, arrive en tête aux européennes le 9 juin prochain, il faudra que le président prononce la dissolution de l'Assemblée nationale et donc convoque de nouvelles élections. Est-ce que vous soutenez cette demande ? Permettez-moi d'abord de dire que je souhaite tout faire pour faire en sorte que le Rassemblement national n'arrive pas en tête de cette élection. Et donc pour ça, vous avez un bulletin de vote. Si vous ne voulez pas être condamné à choisir entre Emmanuel Macron et Jordan Bardella, c'est de voter pour la liste conduite par Manon Aubry aux élections européennes. Ça se passe le 9 juin prochain. C'est de bonne guerre. Vous m'accorderez qu'il y a une possibilité que le RN soit en tête. C'est une possibilité, comme dans toute élection, effectivement, mais vous m'accorderez aussi qu'on ne fait pas les commentaires sur le résultat de l'élection avant que l'élection ait lieu. D'ailleurs, je profite de ce micro pour dire qu'on a 15 jours, puisque c'est jusqu'au 1er mai, au 3 mai en mairie, au 1er mai sur Internet, pour s'inscrire sur les listes électorales. Et moi, j'invite les gens qui nous écoutent à s'inscrire sur les listes électorales, parce qu'on n'est pas condamné à ce que l'extrême droite remporte cette élection, parce que s'il y a une mobilisation massive de la jeunesse, des catégories populaires pour la liste de Manon Aubry, on peut inverser
le résultat prévu aujourd'hui par les sondages. Mais pour ça, il faut se mobiliser. Vous êtes ému hier du fait qu'Emmanuel Macron se soit affiché avec la candidate de sa famille politique, Valérie Ayé, à Bruxelles. Il n'a pas le droit de dire du bien de sa propre famille. Je ne me suis pas ému pour ça, monsieur Jean. Je me suis ému parce qu'il a utilisé les moyens de communication de l'Élysée, dans lequel il publie une vidéo, dans lequel il soutient sa candidature. Donc le problème, c'est le tweet. Le tweet où il relaie ses propos. Déjà en 2019, la Commission nationale des comptes de campagne avait pointé du doigt Madame Loiseau pour des pratiques de même nature. Donc je demande à la Commission nationale des comptes de campagne de rappeler les règles. Et les règles, c'est qu'on n'utilise pas les moyens institutionnels pour faire campagne pour une liste en particulier, même si c'est la liste soutenue par le président de la République. Dans cette campagne européenne, il y a également cette volonté de Jean-Luc Mélenchon de s'exprimer dans les universités, parler notamment de la situation au Proche-Orient. On l'évoquait hier, la conférence qui était prévue à Lille à l'université ne va pas pouvoir se tenir à l'université. Elle a été annulée. Elle va se tenir ailleurs. Où se tiendra-t-elle? Elle se tiendra dans une salle et l'information sera transmise, a d'ailleurs déjà été transmise aux personnes qui sont inscrites. Mais vous ne voulez pas le dire publiquement? Cette conférence, elle était réservée à un certain nombre de personnes qui étaient inscrites. Donc c'est normal qu'on lui transmette l'information. Mais attendez. Mais parce que vous craignez des troubles à l'ordre public, comme le dit le président. Mais parce que je ne vais pas laisser la place à des provocateurs pour qu'ils puissent venir essayer de... Donc la conférence présentait bien des risques de troubles à l'ordre public. Je ne le crois pas, monsieur, mais je vois bien que depuis le début de la semaine, un certain nombre de personnes, de l'extrême droite jusqu'aux macronistes, ont décidé d'instrumentaliser l'organisation de cette conférence pour obtenir son interdiction. D'abord, je veux vous dire que cette interdiction est scandaleuse, que c'est une remise en cause de la liberté d'expression, que c'est une forme de censure vis-à-vis des idées que nous voulons exprimer, qui sont des idées qui s'expriment dans le respect de la loi. Vous comprenez, Manuel Bompard, que ça ait pu choquer de voir Libre Palestine, ces deux mots qui barrent la carte d'Israël et des territoires palestiniens, sans aucune mention de l'État d'Israël. Il y a écrit Libre Palestine, il n'y a pas écrit oui à la solution à deux États. Écoutez, c'est ridicule. C'est ridicule. Oui, bien sûr, c'est ridicule. Cette association a été enregistrée en préfecture, est agréée par l'université avec son logo. Ce logo représente la région dont il est question quand on débat de la situation au Proche-Orient. Un même logo, par exemple, figure sur le site de l'Union des étudiants juifs français. Personne ne fera le reproche. Votre référence, le EJF ou votre modèle. Mais personne ne fera le reproche à l'UEJF de vouloir la suppression de l'État d'Israël. Personne ne proposera ça. Donc c'est une polémique ridicule et c'est un prétexte pour essayer d'empêcher les voix qui défendent la paix au Proche-Orient, qui luttent et qui protestent contre le massacre en cours à Gaza, de pouvoir continuer à le faire. Et je trouve ça scandaleux. On me dit qu'il ne faut pas faire d'événements politiques dans les universités. Écoutez, lundi, M. Glucksmann était à Sciences Po, ça n'a posé de problème à personne. Je ne vous ai pas fait le reproche. Non, mais j'ai entendu ça dans le débat public. Donc je trouve que cette décision est scandaleuse et cette conférence aura lieu, c'est ce soir et les gens qui le souhaitent sont les bienvenus. Mystérieux. Merci beaucoup. Non, il n'est pas mystérieux, les inscrits ont eu